Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le choc des titans au stade Japoma. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent les éléphants de Côte d'Ivoire. Match décisif dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde prévue au Qatar en 2022. Les premières minutes de cette rencontre qui se joue en direct ce soir au stade Japoma et les temps forts durant ce journal. Vous en saurez davantage au cours de cette édition de 20h. Des Camerounais refoulés du sol équato-guinéen après avoir subi des traitements dégradants durant des arrestations musclées. D'autres acteurs économiques contraints, interdits d'exporter des marchandises, notamment des vivres frais, vers ce pays voisin d'Afrique centrale. Au regard de cette situation qui met en péril à la fois l'intégration régionale et la dignité humaine, que font les autorités camerounaises? C'est le dossier du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les Lions indomptables déterminés à prendre leur revanche sur les éléphants de Côte d'Ivoire. Le match qui s'apprête à démarrer au stade Japoma. Près de 20 000 spectateurs attendus pour cette rencontre. Vous le voyez en images. Ce sont le 11 entrant de la Côte d'Ivoire qui est présenté aux téléspectateurs. Ensuite suivra le 11 entrant des Lions indomptables qui ont battu leur adversaire, le Malawi, 4-0. Les Lions indomptables très en forme et très attendus pour cette rencontre décisive pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il faut relever qu'un pic de bouchons est observé au carrefour marché des Fleurs entre Bonanjo et Bonapriso, des usagers automobilistes qui s'en plaignent. Pourtant, l'autorité policière a annoncé la fermeture de certains axes routiers 2 heures au moins avant le début de cette rencontre. Et ce système de circulation restera en vigueur pendant la CAN. Nous y reviendrons. Évoquons à présent la situation de ces Camerounais refoulés de la Guinée équatoriale après des traitements dégradants, des arrestations musclées, alors que les autorités camerounaises sur le sol équato-guinéen ignorent ces situations des Camerounais arrêtés dans des conditions inhumaines. De nombreux Camerounais résidant à Kiossi et dans la région du sud, la zone frontalière avec le voisin équato-guinéen, dénoncent cette situation que vivent des Camerounais, et ceux qui sont rentrés témoignent dans ce grand reportage signé Roger Takala et Joseph Abena. Sur ces images amateurs des bateaux accostés au port de Limbe. Nous sommes au mois de mars 2021. Ces produits agricoles camerounais. Ces événements se déroulent à Bata, où les Camerounais, en règle ou non, sont traqués dans leur domicile et jetés ici à Campo ou ici à Kiossi pour ceux qui, par instinct de survie, veulent individuellement se sauver de la mort. Nous nous sommes mis à la cellule, on était plus de 500 personnes dans une seule cellule. C'est juste qu'il y avait les Burkinabés qui étaient morts dedans. C'était là. Les papiers qu'ils ont exigé d'abord, on les avait. C'est tout de suite là qu'ils ont demandé qu'il faut le visa, il faut se monter. Mais il y a les gens qui ont leur visa avec les cartes de séjour, ils les ont renvoyés, on ne comprend pas. Mais aujourd'hui on rentre parce que la situation est décambolique. Vraiment ça a été un peu de trop. On ne peut plus supporter. Certains sont morts, que ce ne soit pas les Camerounais, mais c'est des Africains, c'est des êtres humains. Certains sont morts là-bas. Je ne sais pas. Mais entre-temps, à Bata, je vous dis la vérité, c'est vraiment du n'importe quoi. Au niveau où des gens sont enfermés dans des stades, dans des WC du stade, ils sont enfermés dans des cellules du commissariat. Tellement de gens, on nous dit coronavirus. C'est vrai que le corona est dehors. Entre-temps, maintenant, quand vous prenez 200 personnes, 500 personnes, vous mettez dans une salle
Là-bas, il n'y a pas de corona. Le corona, c'est pour les étrangers. Et les autres, ce ne sont pas des êtres humains, moi, je ne comprends pas. Pour l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale, il n'y a jamais eu de sévices corporels, encore moins de rapatriement. Quand ces Guinéens viennent ici, ils sont nos frères. Ils sont nos frères, nous on les encadre. Mais tous les frères camerounais qui sont là-bas, on a tous des mauvaises nouvelles. Je vous rappelle que dernièrement, ça fait pas une semaine, le consul est venu verser plus de 120 Camerounais ici à la Chine. Après beaucoup de négociations auprès du consul, pour qu'ils puissent au moins retrouver les pays. Et quand ils sont arrivés, quand ils ont traversé les frontières, il y a beaucoup qui ont mis les pieds à genoux, ils ont dit la croix, plus jamais la Guinée équatoriale. Alors qu'avec l'intégration sur le journal, ça ne doit pas se passer ainsi. Outre ces témoignages, ce rapport du service social de Campo dans le département de l'Océan atteste bel et bien de l'accueil des Camerounais rapatriés par le maire de Campo. Nous avons certains de nos compatriotes qui ont été rapatriés par la République de la Guinée équatoriale. Donc nous avons eu une cinquantaine de jeunes qui sont arrivés là, rapatriés depuis avant-hier. Bon, il fallait subvenir d'abord les identifier, être sûr que pour la majorité sont des Camerounais. Et nous les avons pris en charge avec l'appui des forces de maintien de l'ordre. Donc tout s'est bien passé de ce côté-là. Et là, il fallait qu'on puisse les acheminer chacun vers sa famille. Donc il fallait aussi les nourrir, les héberger. Donc il y a eu un effort de plusieurs personnes qui ont fait en sorte que tout se passe bien. Ceux qui vivent ce traumatisme au fil des ans pensent que la solution se trouve dans la diplomatie, la véritable entre les deux pays. La libre circulation, effectivement, la Guinée, je ne pense pas qu'elle est prête à coopérer à la libre circulation. Pourquoi? Parce qu'en Guinée, il n'y a pas de droit. Selon l'international, où on sait que le droit de l'homme existe, tu ne peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment. En Guinée, ça n'existe pas. Alors, on va dire libre circulation. Peut-être à la frontière, on peut te laisser passer. Mais tu ne marcheras pas sur tes deux pieds quand tu seras en territoire équato-guinéen. La Guinée équatoriale étant un pays souverain, il ne reste qu'à la diplomatie de voir comment entreprendre les relations inter-États pour qu'ils voient les échanges entre les deux États. En dehors de cet accueil du maire de Campo, qui a permis à ceux-ci de retrouver la capitale politique Yaoundé par un appui financier, il n'y a pas un dispositif administratif permettant une réelle prise en charge de ces Camerounais en détresse et vaincre définitivement ce problème récurrent. Et la situation est encore bien plus grave pour des acteurs économiques, notamment ceux qui exportent des vivres frais vers la Guinée équatoriale. Il y a quelques mois, ils ont été interdits de procéder à de nouvelles exportations. Leurs vivres frais ont même été renvoyés au Cameroun sans aucune forme d'explication. Ces acteurs économiques crient au scandale. Les pertes sont financières et énormes, ont-ils fait savoir, interpellant les autorités camerounaises qui se murent dans un silence. Comment en est-on arrivé là? Suivez l'enquête de Ulrich Ngonomala. Sur ces images amateurs des bateaux accostés au port de Limbé. Nous sommes au mois de mars 2021. Ces produits agricoles camerounais ont été refoulés de la Guinée équatoriale. Bello est l'un des principaux exportateurs d'oignons. C'est dans cet entrepôt marché Nouvelle qu'il stocke sa marchandise, mais depuis 9 mois, son activité est au ralenti. Nous avons des familles avec qui nous subsistons. Et vu cette situation, cette interdiction, nous sommes dans des problèmes, nous sommes plongés dans des problèmes. On n'arrive pas à vraiment nourrir la famille, à amener nos enfants à l'école. Nous avons de l'argent bloqué à Malabo, on n'arrive pas à recouvrer, puisque nous travaillons à crédit avec ces clients. Tantôt on dit que nous sommes en zone CEMAC. On ne voit pas vraiment ces échanges commerciaux si nous sommes en zone CEMAC. La Guinée équatoriale et le Cameroun, c'est des pays frères. À quelques kilomètres de là, nous avons rencontré Paul, au marché Sandaga, lui aussi exportateur de vivres frais. Aujourd'hui, il est contraint de liquider sa marchandise sur le marché local.
Comme maintenant on est au secteur de pommes de terre et de carottes. Et de poireaux, céleri, comme vous voyez partout là. Et vous voyez les sacs de carottes, ça, les sacs de pommes de terre. C'est bloqué parce qu'il n'y a pas d'acheteur. Au moment qu'on importait ça au niveau de la Guinée, vous ne pouvez pas en trouver ça comme ça là. Vous voyez ces sacs de pommes de terre qu'on vendait au moment qu'on exportait, c'était au moins à 30 000. Maintenant, nous sommes à 15 000 francs. De fois, il n'y a pas d'acheteur. Bon, ça pourrit. Donc les conséquences sont tellement énormes. Jusqu'ici, aucune communication officielle n'est faite sur cette interdiction tant chez les autorités équato-guinéennes que camerounaises. Contacté, l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale nous confie que la situation est délicate. Nous n'avons pas une documentation pertinente, mais d'après les informations qui nous parviennent, les autorités portuaires équato-guinéennes ont pris cette décision d'interdire l'exportation des vivres frais pour encourager leur production locale. Cette mesure impacte le plus sur le Cameroun parce qu'il est le premier exportateur de vivres frais dans ce pays. Cependant, nous multiplions les efforts pour atténuer les effets de cette décision. Toutefois, contrairement aux vivres frais, d'autres produits agricoles peuvent encore franchir la frontière équato-guinéenne, surtout ceux venant de l'Occident. Dans l'actualité, les lycées du groupement Bangan affichent une pâle mine dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest. Des élèves sont contraints de suivre des cours dans des salles de classe vétustes et insalubres. Cet état lugubre des bâtiments a été présenté au chef de ce groupement. Il a touché du doigt les misères des élèves et enseignants dans ces différents établissements scolaires publics. Reportage, Robert Kenyé et Raphaël Tcheko, Vivien Tonfac également. Une salle de classe aux allures de Porcherie dans le groupement Bangan, département des Bamboutos. Nous sommes aux éthiques de Baladjetsa. En plus d'accueillir des élèves pour des cours théoriques, cette salle fait également office d'atelier de maçonnerie. Son caractère multifonctionnel est la conséquence du déficit en infrastructure. Depuis la création de cet établissement scolaire public il y a une dizaine d'années, l'État n'y a consenti aucun investissement. Et comme les salles de classe manquent, nous nous sommes retrouvés obligés de supprimer certaines divisions dans des spécialités qui n'ont pas assez d'élèves, comme par exemple en ESF et en comptabilité. Les travaux de construction de ce bâtiment de 4 salles de classe sont bloqués depuis 2 ans. Les parents, principaux pourvoyeurs de fonds du projet, étant épuisés. Plus vieil établissement scolaire secondaire de la localité, le lycée bilingue de Bacham est lui aussi confronté à une pléthore de difficultés. En 1992 et un lycée bilingue en 2014, et qui, depuis sa création, n'a encore pas reçu un BIP, aussi bien en équipement de bureau, en salle de classe, en conditions de toilette et ci et ça, ne peut avoir que 1000 doléances. Déjà absorbés dans leurs soucis d'apporter une contribution au problème d'infrastructures scolaires, les parents d'élèves trouvent suicidaires certaines initiatives du ministère des enseignements secondaires. Le projet de Clean School, c'est un projet à féliciter. On doit vivre dans un environnement sain pour avoir un corps sain. Ça, et pour un enseignement sain, c'est bien beau. Mais l'État, dans sa recherche de partenaires, de financement de projets, devrait se retourner vers eux et non revenir sur les pauvres parents qui n'arrivent même pas à soutenir les frais d'APE. Le chef du groupement Bangang vient de toucher du doigt cette dure réalité au cours d'une visite effectuée dans 16 établissements scolaires. Cette tournée m'a permis de vivre en direct les conditions de travail des enseignants. J'ai vu que certains enseignants travaillent dans des salles de classe sans bureau, sans chaise. Je les ai demandé d'être des enfants vraiment disciplinés, qui respectent leurs enseignants, qui sont studieux. Également conseiller régional de l'Ouest, Sa Majesté Sèche Évariste Momo Kebou compte soumettre les doléances portées à son attention, non seulement à sa hiérarchie, mais également aux autres acteurs de développement.
Et ces enseignants broient du noir dans le nord-ouest et le sud-ouest, deux régions en guerre depuis près de 4 ans. Ils sont aussi la cible de ces groupes armés séparatistes. Certains enseignants ont déserté leur établissement et à la grande surprise, les autorités administratives les ont sanctionnés, salaires suspendus. D'autres également ont vu leurs fonctions et leurs postes ont été suspendus de leur poste et de leurs fonctions. Des syndicats d'enseignants montent au créneau pour dénoncer le fait qu'ils sont pris entre deux feux, entre ces séparatistes qui les empêchent de délivrer les connaissances aux enfants et le gouvernement qui ne prend pas des mesures de sécurité pour leur garantir la possibilité de continuer à exercer leur métier. Ils s'expriment dans ce reportage signé Eric Watat et Donald Brice Kamgan. Une longue liste de noms. Elle s'allonge au fil des mois et est largement partagée sur les réseaux sociaux. Nous avons pu l'identifier. Elle est celle des enseignants jusque-là en service dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Depuis 2019, le ministère de la fonction publique suspend successivement le salaire, leur reprochant d'avoir quitté leur poste de travail. Les concernés, eux, décrivent des conditions d'exercice extrêmement difficiles dans ces zones en crise. Le cas de cet enseignant qui a fui son établissement à Fundong, dans le département du Boyo, au nord-ouest. C'est une situation extrêmement difficile. Ce n'est pas déjà facile d'arriver là où tu es censé donner des cours. Et en plus, personne ne se préoccupe de ta sécurité physique. En chemin, tu peux te faire kidnapper à tout moment. Et ce qui arrive, arrive. Lorsque tu es enlevé, dans certains cas, tu payes une rançon. Mais tu peux également perdre ta vie. Donc, les enseignants dans le nord-ouest sont vraiment en zone de grave insécurité. Le même sort quasiment pour cet autre collègue qui officiait jusqu'en 2020 à Kumbo, dans le département du Mbui. Mon salaire a été coupé depuis février 2020. Et en mai, je suis retourné pour reprendre service. Malgré les mises en garde de la famille, parce que vraiment, pour y aller, il faut traverser l'enfer. Au courant de la route entre Ndop et Kumbo, et des bandes des armées avec l'arme au poing, qui vous menacent et vous piègent lorsque votre face vous paraît non familière. On vous pose la question en langue locale et puis lorsque vous ne répondez pas, vous êtes ciblé d'un coup. Au meilleur des cas, vous payez une rançon et vous devez vous passer. Mais parfois, vous êtes obligé de participer à leur horreur ou bien vous êtes tout simplement kidnappé. Du fait des affrontements entre l'armée et les séparatistes, de nombreux fonctionnaires ont été contraints d'abandonner leur lieu de travail, y compris jusqu'à certaines autorités administratives. Chez les enseignants, plus de 1000 ont vu leur salaire suspendu pour absentéisme. Le syndicat national des enseignants du secondaire s'insurge contre une mesure qu'il juge arbitraire dans un pays classé parmi ceux dont le corps enseignant est le plus mal payé en Afrique. C'est purement et simplement méchant. On a comme l'impression que l'État s'est trompé d'analyse dans la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est méchant parce que ce ne sont que les fonctionnaires enseignants qui sont victimes. C'est méchant parce que ceux qui devaient même prêcher par l'exemple, c'est-à-dire que l'autorité administrative, préfet, sous-préfet, ont fui ces régions-là pour se réfugier, quitte à Douala, Yaoundé, certains pour les plus téméraires à Hope Station. Tranquillement, ça n'émeut pas le ministre de l'administration territoriale, mais le ministre de l'enseignement secondaire voit le comportement des enseignants comme un acte impardonnable. Moi, je crois que c'est méchant. Le gouvernement, pour sa part, met en avant la nécessité d'assurer la continuité des activités éducatives dans les deux régions où les groupes armés séparatistes tentent d'ébranler l'intégrité territoriale. Pour s'en assurer, préfets et sous-préfets menacent régulièrement de représailles les enseignants absents de leur poste de travail dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les syndicats dénoncent un dialogue de sourds avec les pouvoirs publics sur cette question épineuse des enseignants affectés en zone de crise. Ils proposent notamment le redéploiement dans d'autres régions
ou le maintien des salaires bruts des collègues concernés. Il faut assurer la continuité, n'est-ce pas, des activités éducatives à une seule condition, à la seule condition que la paix revienne. La première mesure forte que l'État doit prendre, c'est redéployer les collègues ailleurs. Il faut redéployer les collègues ailleurs, parce que les collègues veulent enseigner, mais la situation sécuritaire pose problème. Depuis le début de la crise anglophone en 2016, plus de 200 enseignants dans le secondaire et le supérieur ont été enlevés et d'autres tués, d'après les syndicats. S'ils reconnaissent que le droit à l'éducation est fondamental, ils dénoncent la violation de l'article 6 du Pacte international des droits civils et politiques qui consacre le droit à la vie comme inhérent à l'homme. L'article 9 du même texte sur le droit à la sécurité de la personne humaine ou encore l'article 25 du décret portant statut général de la fonction publique. Cette disposition oblige l'État à assurer la sécurité de tout fonctionnaire où qu'il se trouve. Quoi qu'il en soit, la suspension de solde des enseignants fuyant les risques liés au contexte sécuritaire dans la région anglophone illustre la complexité de la situation sociale de deux régions où l'éducation est une des principales victimes d'un conflit meurtrier qui dure depuis 5 ans. Parlons à présent de l'histoire du football africain avec la participation des représentants du continent lors de la phase finale de la Coupe du Monde, édition 2006. Les 5 représentants n'avaient pas fait bonne prestation en Allemagne. Seul le Ghana avait atteint les 8e de finale. Les 4 autres ont été éliminés dès le premier tour. Les temps forts de leur participation, c'est dans Chemin de Cannes. C'est un reportage signé Jean-Paul Chouniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Reina's lost out here. It's Dramani. Goal for Ghana. Claudio Reina, the US. Des 4 novices africains présents à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, l'apprentissage est très difficile pour les éperviers du Togo. Le capitaine Emmanuel Cheya Adebayor et ses coéquipiers entament le tournoi sur une défaite face à la Corée du Sud, ce 13 juin 2006, au Frankfurt Stadium, ouvrant pourtant la marque dès la 31e minute. But de Mohamed Kader. Mais leur joie d'avoir marqué un tout premier but en Coupe du Monde est bien de courte durée. À la 54e minute, Lee Chung-so remet vite les pendules à l'heure. Et à la 72e minute, Han Jun-hwan signe le but de victoire au coup de sifflet final. 2-1, score de la partie. Deuxième apparition des Togolais dans cette Coupe du Monde, le 19 juin 2006, face à la Suisse, au FIFA Stadium de Dortmund. Le premier but est signé Alexandre Frey dès la 16e minute. Reese's pass Touré, over the head of Fry. Fry scores! Et à 2 minutes de la fin du match, Tranquillo Barnet a inscrit le deuxième but helvétique. C'est la deuxième défaite des éperviers du Togo, synonyme d'élimination de la compétition. Barnetta! 3 minutes to go. It's perfect Swiss timing. À la 3e et dernière sortie des Togolais, ils tiennent en échec 0 but par tous les Français en première manche, mais craquent dès la reprise sur ce but de Patrick Vieira à la 55e minute. Patrick Vieira could well be the savior. Et quelques instants plus tard, l'attaquant des Gunners, Thierry Henry, scelle définitivement le sort des éperviers à la 61e minute. 2-0, les éperviers du Togo rentrent de la Coupe du Monde comme ils étaient venus, avec Niamou dans leur valise. 3 défaites, 6 buts encaissés, 1 but marqué, pour 0 points, exactement comme 3 mois plus tôt, à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Deuxième représentant africain en villégiature dans cette Coupe du Monde, la Tunisie. Les Aigles de Carthage n'ont toujours pas gagné le moindre match depuis leur retour aux 2 dernières Coupes du Monde, France 98 et Corée-Japon 2002. À la première journée face à l'Arabie Saoudite à Munich, Riyad Jaziri ouvre le score à la 23e minute. Mais en seconde manche, Al-Khatani égalise à la 57e minute pour Arabie Saoudite 1, Tunisie 1. Very good ball in behind the fullback now. He needs a good cross as well from Mohamed Noor.
It's a super goal. Absolutely super goal. À 6 minutes de la fin, l'attaquant Al Jaber planque le deuxième but saoudien à la 84e minute. To win it, and he's won it. He's won it, I think. Sami Al Jaber writes another chapter in a golden history for Saudi Arabia. La victoire saoudienne presque en poche. Jaïdi arrache l'égalisation à 2 buts partout dans la deuxième minute du temps additionnel. Jaidi from Bolton Wanderers in England steals into the 6-yard area, and Tunisia get their just desserts. It looked like Sami Al Jaber. Un point en poche, les Tunisiens affrontent l'Espagne et ouvrent le score sur ce but de Mnari dès la 8e minute. Casillas with the save and a goal for Tunisia. Mnari. Less than 8 minutes. Menant toujours 1-0 en deuxième manche, les Aigles de Carthage tiennent le bon bout avant de lâcher à la 71e minute sur une balle de Raúl González. Goal scorer strikes again. 76e et 90e minute, Fernando Torres signe le 3-1 sur penalty avant d'enfoncer le clou à la 90e minute. To firmly settle this match in Group H in Stuttgart, which he does. Not, I have to say, in the most convincing. Et enfin, à leur troisième et dernière sortie dans ce mondial, les Tunisiens tombent 0 but contre 1 devant l'Ukraine. Une réalisation d'Andrei Shevchenko à la 70e minute sur penalty. To go down. The referee has given a penalty. It's Shevchenko against Boumnigel. Shevchenko, delightful. Cushion into the back of the net. No doubt about the... Sur cette deuxième défaite, les champions d'Afrique 2004 font leurs adieux à la 18e Coupe du Monde de football. Troisième ambassadeur du continent, a quitté précocement la compétition, les Palancas Negras d'Angola, le 11 juin 2006 au FIFA Stadium de Cologne. L'ancienne colonie perd devant son maître, le Portugal, sur un but de Pedro Miguel Pauleta dès la 4e minute. And Portugal's all-time record goal scorer adds to his haul. À la deuxième journée à Hanovre, les Angolais contraignent les Mexicains au partage de points, sur un score vierge à la fin du temps réglementaire. Et enfin, à la dernière journée contre la République islamique d'Iran, Flavio Amado inscrit le premier but angolais en Coupe du Monde à la 60e minute. It's their first ever World Cup Finals goal. And who knows? Who knows? Is this the key? Mais 15 minutes plus tard, Bakhtiari Zadeh obtient l'égalisation pour l'Iran. Oh, and it's a heartbreaker. Bakhtiari Zadeh has turned it in. Un but partout, l'Angola quitte la Coupe du Monde sur 2 nuls. Une défaite pour 2 points en 3 sorties. Quatrième représentant de l'Afrique en Allemagne, les éléphants de Côte d'Ivoire. Les finalistes de la CAN 2006 démarrent face à l'Argentine, qui semble ne plus rigoler avec les équipes africaines depuis la déculottée de 1990 devant le Cameroun. D'ailleurs, Hernan Crespo ouvre le compteur de buts dès la 24e minute. And then it's turned home by Crespo. First goal of the game. And Hernan Crespo. Et puis à la 38e minute, Rabiel Sabiola sale l'addition pour le 2-0. Ball, Sabiola. Stunning goal. Et en toute fin de match, le capitaine Didier Drogba réduit le score à la 82e minute. Battus à leur première sortie, les éléphants de Côte d'Ivoire croisent les Pays-Bas. Scénario identique. Le sort du match se décide en un quart d'heure. Ouverture du score de Robin Van Persie à la 23e minute. You don't score better goals in a World Cup than that. Ruud van Nistelrooy signe le 2-0 à la 27e minute. Ruud van Nistelrooy has steered Holland 2 goals clear. Et enfin à la 39e minute, Bakary Koné réduit le score et plus rien en deuxième manche. Can he finish? What a goal! Bakary Koné brings Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire sur cette deuxième défaite sont éliminés de la compétition.
À leur match d'adieu au public allemand, face à la Serbie-Monténégro, les Ivoiriens remportent leur premier match de Coupe du Monde sur le score de 3-2. Les Monténégrins mènent au score à 2 reprises. But de Nikola Zigic de la 10e minute et Ilic à la 20e minute. Zigic is in there, might be 2 here. 2 it is, and Sasha Ilic has made it 2 for... Aruna Dindane signe un doublé, réduisant d'abord la marque sur pénalty à la 37e minute, puis arrache l'égalisation à la 67e minute. The referee says, good enough. Got it. They've got their second goal, and how much they deserve it, and Aruna Dindane has a double. Et à la 86e minute, sur un nouveau pénalty, Kalou inscrit le but de la première victoire des éléphants en Coupe du Monde. Bonaventure for him, and Bonaventure it is. 5 buts marqués contre 6 concédés en 3 sorties. Les éléphants sont éliminés de la Coupe du Monde. Enfin, dernier porte-étendard qui a plus ou moins fait honneur au continent africain, les Black Stars du Ghana. Le capitaine Stephen Appiah et la star de l'équipe Michael Essien rentrent du mauvais pied dans le tournoi sur une défaite de 2-0 face à l'Italie, le futur vainqueur de l'épreuve. Andrea Pirlo inscrit le premier but à la 40e minute. 6 minutes before half-time, Italy had the breakthrough, and it was a quality strike from Andrea Pirlo from that range. Et Vincenzo Yaquinta à la 83e minute conclut le 2-0. Quinta could force slip. Quinta rounds the goalkeeper. It's a win for Italy now, surely. Deuxième journée, le Ghana se réveille sur la République tchèque. But de Asamoah Gyan dès la 2e minute. Appiah. An opening here for Ghana, who score early on. Gyan is on target. Souley Ali Muntari sécurise la victoire des Black Stars à la 82e minute. Gyan. Muntari. Oh, he's beaten Czech now. That was unstoppable by Muntari. Et enfin, à leur 3e et dernière sortie, les Ghanéens l'emportent 2-1 sur les Américains. Aminou Dramani signe le premier but à la 22e minute. Clint Dempsey rattrape le retard à la 43e minute pour États-Unis 1, Ghana 1. Good ball in, it's Dempsey! Goal! Brilliant! Clint Dempsey! Don't discount just yet! À quelques minutes de la fin du match, les Black Stars obtiennent un penalty et Stephen Appiah s'en charge. Penalty pushed by Onyewu on Pimpong. First half stoppage time. 2-1, le Ghana se qualifie pour son premier 8e de finale de Coupe du Monde. Et ce 27 juin 2006, les Black Stars du Ghana tombent sur un gros morceau très dur à croquer, le champion en titre, la Seleção Brasileira, et toute sa cohorte de stars. À peine le coup d'envoi donné, Kaka et Ronaldo pour l'ouverture du score dès la 5e minute. They played a very high line here. They're onside. Ronaldo, is this the record? It sure is. No one now has scored more goals in the history of the FIFA. Puis à la 45e minute, Cafu trouve Adriano. La combinaison est parfaite pour le 2-0. It's Adriano. We do have a goal before half-time, but it's for Brazil. Et en deuxième mi-temps, les Black Stars du Ghana déroulent leur jeu autant qu'ils peuvent. Mais en face, il y a plus fort avec Ricardinho, passeur pour le 3e but signé Zé Roberto à la 84e minute. This is going to be one of the great goals of the World Cup. So many passes, so many great touches. And at the end of it, Zé Roberto is through and Brazil are safely delivered. La dernière équipe africaine fait ses adieux à la Coupe du Monde Allemagne 2006. Les Black Stars donnent rendez-vous à domicile pour la 26e Coupe d'Afrique des Nations de 2008. Gyan is on target. Picked out by his captain. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.